Ça grouille du sceptique dans le coin, c'est absolument terrible. Mais ça présente des risques aussi. Et on se prend des monstres de merde. À un moment, j'ai dit un truc là, et en fait, c'était n'importe quoi. Je me souviens, une discussion où moi j'étais littéralement amical. Je crois que c'est moi, hein, c'est moi qui me suis énervé. Aura eu un apport qui sera au moins équivalent Phénoménal. à ceux d'entre nous qui ont les plus gros égos. Je résume le message simplement, faut pas croire qu'on est le seul à douter. T'auras peut-être pas d'interview, mais t'auras un bêtisier en or. Ça serait bien que ce soit plus gentil. Est-ce qu'il y a une phrase prévue dans la question, non, cher pas Jarod? du tout. On n'a pas réussi à s'en débarrasser. Non, bah. On pourrait peut-être commencer par là. Vous êtes en interview. Voilà, et on a Fiscalix Non, c'est là-bas pas aussi grave. qui fait semblant de pas avoir. Tu sais que c'est 20% la TVA là-dessus. Et oui, il y avait des trucs vraiment fascinants. Et puis je voulais dire un autre truc, puis j'ai oublié. Voilà. Vous pouvez le soutenir avec ses livres et sa présence sur les réseaux. Ou sur Tipeee. Sur Tipeee. Merci. Merci à toi. Jaune, ultra capillaire, est ma réponse. D'accord, très bien. Non. Bienvenue, je suis Jarod. Je vous embarque dans les rencontres de l'Esprit Critique qui ont eu lieu fin avril 2024. Il y en avait pour tous les goûts. Des ateliers, des discussions, des jeux, des grandes conférences ou des plus petits exposés, des débats. Le programme est juste énorme. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre TGV Inouï à destination de Toulouse à Matavio. Regardez le programme de cette année. Si on le voulait, on pouvait se concocter un week-end entier dans un seul format, que du débat, ou que de la conférence, ou que des ateliers, ou que du mini-jeu et du bouquinage. Il y avait tellement de choses. 5 salles qui se renouvellent toutes les 30 à 60 minutes. Ou alors, on pouvait choisir de coller à un thème, sans s'arrêter. Santé, méthode sceptique et scientifique, questions sociétales, croyances et paranormales, questions d'entreprise. Il y avait même une salle réservée au débat. Les règles d'arbitrage étaient originales, m'a-t-on dit. Avouez que c'est quand même mieux que Twix, hein. J'ai hâte de les voir en rediffusion. Surtout que certains débats traitent le fond de sujets qui éclatent en surface de l'audiovisuel sceptique ces derniers mois. Quand j'entends par endroits que les recs sont un entre-soi de youtubeurs, c'est vraiment honteux. La foultitude d'animations en journée par les chercheurs, les universitaires, les professionnels de leur domaine devrait suffire à clore le bec des antiseptiques. Surtout que tout le monde prend sur son temps libre. Vraiment, chapeau. Il y en a pour tout le monde, et même tous les âges. Les petits ont leur programme samedi et dimanche de 10h à 18h30. Pour faire mon choix, c'est extrêmement simple. Tenter tous les formats, et suivre mes envies. Et je ne vous ai pas encore tout dit. À mon arrivée, le samedi, j'ai retrouvé Gaze, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit. C'est lui qui m'a mis le tout dernier coup de boost pour me décider à venir. Et je ne regrette pas, merci à lui. Mais je ne lui ai tenu la jambe que quoi, 1 minute. Il a été pris à l'abordage par d'autres figures du net, peu de temps avant qu'il ne s'éclipse pour animer un atelier. Le REC est un moment extraordinaire. Les rencontres portent bien leur nom. Je suis un inconnu, et pourtant, je me suis retrouvé débordé. C'est une bonne chose. Je pars faire un tour de reconnaissance. Je suis intimidé par le foisonnement humain. Avec 5 heures de train dans les jambes, il est trop tôt pour s'enfermer dans une salle de conférence. J'entreprends de découvrir les expositions. Des œuvres dessinées et rédigées. Cela invite à réfléchir seul en silence. À ce moment-là, je me souviens de moments plus personnels et lointains où je découvrais les contenus sceptiques sur YouTube. La zététique nous en apprend plus sur nous-mêmes que sur le monde. Le doute, qu'on peut naïvement qualifier de problème dans les réflexions, de symbole de l'indécision, comme une sensation désagréable émanant de la méconnaissance, eh bien ce doute-là peut être domestiqué et servir de balise autour de laquelle on déploie ses méthodes critiques rationnelles. On se questionne, on révise ses connaissances et on améliore sa compréhension du monde, au moins légèrement. Mon esprit est mobilisé par une première expo sur le harcèlement scolaire. Le phénomène existe dans le monde entier et il semble intemporel. Pourtant, des associations et des artistes nous questionnent. Est-ce que les brimades sont inéluctables ? Elles le seront si on ne prend pas la peine d'engager la première étape, prendre conscience et comprendre. Je suis aussi agréablement surpris par une seconde expo, une collaboration entre Romain, qui réalise notamment les planches de BD Evidence-Based Polymer, et Metabrouter.
Je ne les imaginais pas en haut de l'affiche. J'ai rencontré les deux larrons via les réseaux sociaux. Ils sont drôles et humbles, ils tapent toujours dans le mille dans leur domaine. Les effets des biais et des pseudosciences dans le quotidien, pour l'un, et les manipulateurs qui usent de séduction et de chantage par internet, pour l'autre. J'adore leurs travaux. D'ailleurs, Romain tenait un stand de dédicace pour son livre. J'ai sauté sur l'occasion pour me faire plaisir. Et juste en lui parlant de mes ambitions pour ce rec, ni une ni deux, il a accepté une interview. Restez jusqu'à la fin, je vous en dirai des nouvelles. Je suis un random très occupé. La vidéo est déjà bien avancée et je vous ai caché une dinguerie, les spectacles. Rien que ça vaut le déplacement au rec. Peut-être pas 10 heures de train et 2 nuits d'hôtel, mais j'ai reçu bien plus que pour le prix des billets, qui sont gratuits. On est bien chez soi pour regarder la tronche en biais, mais j'avoue que je voulais être présent au moins une fois à un tronche en live. Cette occasion est enfin arrivée le samedi soir. Numéro 136, les épidémiologistes savent-ils ce qu'ils font? Bien calé dans l'amphithéâtre, on profite. Ils sont très heureux d'être à Toulouse pour les REC, merci. Le travail de l'épidémiologie, c'est de nous donner les informations utiles pour pouvoir prendre des mesures qui ont un impact sur la santé publique, sur les risques que nous courons, sur les choix thérapeutiques à privilégier, bref, sur la politique de santé. Et c'est peut-être cette connexion avec le monde de la décision et du pouvoir qui rend cette discipline un peu controversée avec tout ce qu'on a entendu dernièrement. Et pour en parler, on a du lourd ce soir. On enchaîne pour finir la première journée en beauté avec Clément Fraise, honnête au sujet de sa malhonnêteté. Le spectacle est bourré d'humour, mais le fond est intrigant et touchant. La sérénade de tours de mentalisme et d'illusion de Clément est une parenthèse onirique au milieu du week-end. D'autres programmations ont lieu en parallèle. La projection et le débat du documentaire Opération Lune, une conférence artistique, Harpe et Scepticisme, un concert de poésie à la voix et à la harpe. Une projection a dû être annulée, à regret. Les Guerrières de la paix, de la documentariste Anna Assouline, prévue à l'événement, promettait une immersion dans le combat de dizaines de milliers de femmes israéliennes et palestiniennes. Ces dernières se mobilisent depuis 2014 pour rétablir la paix au Proche-Orient. Multiplier les angles, c'est peut-être cela qui manque dans les médias. Quoi qu'il en soit, à la nuit tombée, les habitués profitent des retrouvailles et quelques groupes débriefent leur journée. Dimanche matin, je m'avance dans l'entrée. Je vois Romain Meunier affairé. BBH, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a 2 minutes. Bref, je ne connaissais Romain que par Twitter, son humour, ses planches de BD. Au rec, je l'ai découvert sursollicité, en dédicace pour son dernier livre, pour les expos, comme père de famille, et on laisse cela à sa vie privée. Le rec peut être parcouru en famille, je le rappelle. Mais en plus, il s'implique dans l'éducation, dans l'écriture de spectacles et le jonglage. J'adore cette approche de l'esprit critique. Le scepticisme n'est pas seulement utile en production scientifique, pour la décision de société, car elle est aussi utile au quotidien, pour les petits comme pour les grands. Le divertissement mérite d'évoluer dans une culture qui ne tire pas constamment profit des biais des spectateurs et des idées préconçues. Je pense sincèrement que si le grand public consomme plus de divertissement en accord avec les connaissances scientifiques, sans devenir chiant, cela bénéficierait aux questions de science et de société à tous les niveaux. Je m'égare, revenons au spectacle. Donc le dimanche soir, Romain interprète Doute en rond et Sucrerie de l'esprit. Mais le cerveau est une machine fabuleuse et on peut le tromper très facilement. Je vais jongler à l'envers. Il va rien comprendre. Z, Y, X, W, V, U, T, S, M, P, A, W, M, N, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Z, Y, X, W, V, U, T. Tranquille. La raison d'être des recs, l'ambiance, l'accessibilité, on peut tous attendre quelque chose de différent des recs. Mais pour moi, la clôture des rencontres avec ce spectacle, c'était une symbiose de tout. Les extraits sont déjà en ligne. Les rencontres de l'esprit critique ne sont pas un événement de youtubeurs, c'est un événement avec des youtubeurs. Des figures qui démocratisent les méthodes via les plateformes vidéo. Et c'est mon péché mignon. J'avoue que s'il n'était pas présent, je me serais contenté d'attendre les retransmissions. Au passage, toutes les conférences sont filmées. Cher vidéaste, me voilà. Note aux antisceptiques. Mes critiques, mes doutes ou mes contradictions en commentaires de vidéos ou en réseaux sociaux n'ont pas été un frein à la prise de contact. Bizarre, non? En revanche, un sourire et quelques mots ont suffi à me les accaparer pour des interviews. Nous pouvons les remercier de m'avoir accordé de leur temps dans ce week-end extrêmement chargé. Avant tout, je veux saluer Sébastien Canévet, docteur en droit, juriste et officier sur la chaîne de vulgarisation Vous avez le droit. Nous avons discuté de nos projets respectifs, il est une personne charmante. Il était motivé à 200% pour une interview, mais je l'ai éconduit. Je m'en veux, je suis désolé. Et j'étais à l'affût d'une personnalité que je m'étais juré de rencontrer.
Sébastien, si tu me regardes, j'espère faire amende honorable avec une vidéo que je sortirai après cette mini-série REC. L'idée est née de notre discussion. Comment manager un petit projet en équipe ? Maintenant, passons aux interviewés. Romain, auteur des BD EBBH, Evidence-Based Bonne Humeur, de 3 livres sceptiques et d'une conférence sceptique jonglée qu'il interprète. Je rappelle, l'esprit critique est une espèce de destination future, imaginaire, un idéal qu'on n'atteindra jamais. Hein, c'est pas un endroit, c'est un chemin. Voilà, on va le dire comme ça. Nathanaël Larigaldi, docteur en sciences computationnelles et chercheur post-doctoral en sciences cognitives à l'université d'Aarhus, au Danemark. J'ai fait quelques interventions dans la tronche en biais. Je fais un tronche en live et un la tronche est à vous, et il y aura encore un tronche en live qui vient au cours du mois de mai, en particulier en rapport avec tout ce qui est métascience, donc en fait donc analyse en fait du fonctionnement, analyse quantitative surtout du fonctionnement de la production scientifique. Moi j'ai plutôt l'impression que l'épistémo a la tendance à être très prescriptive, et c'est un peu plus en général, un peu plus comment est-ce qu'on devrait faire les choses, alors que la métascience c'est plus comment est-ce qu'on les fait concrètement sur le terrain. Est-ce que vraiment en fait il y a un petit côté comme ça, est-ce que vraiment on fait les choses telles qu'on dit qu'on devrait les faire ou telles qu'on dit qu'on les fait ? Acerment Dax, ou Thomas Durand, cofondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, ASTEC, animateur et cofondateur de la chaîne La Tronche en Biais, docteur en biologie et blogueur dans l'univers de l'esprit critique. Parce que comme je suis biologiste, j'ai une entrée qui reste biologiste, quoi. Je ne m'attends pas que tout se résume à ça, mais moi c'est quand même mon entrée, donc j'assume d'être un biologiste qui parle de pensée critique. Et donc, je ne peux pas couvrir tout. Et sur la chaîne, essentiellement, c'est des contenus où on invite des chercheurs, des chercheuses, pour parler de sujets dont ils sont experts et qui ont un rapport sur le lien science-société. Pour ces interviews, j'ai voulu démystifier les rouages qui conduisent à la médiatisation des figures de l'esprit critique. Je crois que chacun peut accéder à une visibilité et une certaine reconnaissance de la part de la communauté sceptique, amatrice comme confirmée. Pour cela, j'ai concocté une petite série de questions orientées sur les débuts, les difficultés et les attentes de leur pérégrination dans l'univers de l'esprit critique. Comment t'es venue l'idée de faire ça ? Combien de temps tu y consacrais au départ ? Et puis à l'âge adulte, je suis tombé sur La Tronche en Biais. Je me souviens pour l'anecdote avoir laissé un commentaire une fois sous une vidéo Facebook et qu'ils m'ont répondu. Et j'étais tout content qu'ils m'aient répondu. Je me suis dit tiens, les gens qui sont derrière ça sont accessibles, on peut parler. Donc petit à petit, je me suis un peu plus impliqué jusqu'à faire par hasard des images, faire un petit dialogue. C'était sur le premier épisode, tout premier, c'était sur l'appel à la nature, parce que j'avais vu ce dialogue des dizaines de fois. C'est naturel, donc c'est bon, blablabla, et que ça se finissait toujours par mal en fait, parce que ça n'aboutissait jamais nulle part. Donc je l'ai fait en plaisantant, en me disant la prochaine fois qu'on tombe sur ce débat, il y aura qu'à sortir la planche pour dire perdez pas votre temps, je sais comment ça va finir. Je l'ai fait juste pour mes copains sur Facebook, et puis quelqu'un l'a pris et l'a remis en public, ce qui n'était pas prévu, mais en fait il a eu beaucoup de succès et on m'a dit c'est très marrant, fais-en d'autres, tout ça. Donc depuis j'ai la tête dans le guidon et je me suis mis à faire, à découvrir que j'aimais faire ça, et j'ai petit à petit laissé tomber toutes mes activités professionnelles dans l'informatique. Comme je fais de la recherche, forcément il y a une composante d'esprit critique qui vient forcément s'insérer quelque part, et je dirais l'idée quelque part de participer un peu à la communauté de l'esprit critique francophone, c'est parce que simplement je pense qu'il faut informer le public. Ça me prend pas énormément de temps, je dirais. J'évite un petit peu je sais pas comment le dire autrement que l'overhead du fait de créer du contenu par moi-même. J'ai essayé de lancer une chaîne YouTube, mais justement là il y avait beaucoup d'overhead, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à monter, il faut apprendre à faire du traitement sonore, etc. Et en fait, en définitive, le contenu de ce qu'on veut dire, en tout cas quand on débute, au minimum, il devient assez rapidement minoritaire quand on fait les choses par soi-même. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de prendre le chemin par le biais de personnes qui me donnent la parole, plus qu'autre chose, pour pouvoir profiter du fait qu'eux ont déjà ces compétences-là. Et moi, j'ai pas besoin de faire ce genre de choses, et je peux me focaliser sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la communication et puis et l'information. Mais la chaîne, c'était un projet comme ça, un peu artistique en plus, parce que la marionnette, le Voulet qui fait les musiques du truc, voilà. Enfin, c'était un projet artistique, vulgaire artistique, qui était censé m'occuper quelques mois, voilà. Parce que c'est Vlad qui avait eu l'idée, moi ça m'intéressait pas YouTube. Et puis il s'avère que le retour
positif. Après, j'ai eu l'idée de faire des lives et le monde académique qui répond. On a eu des chercheurs, on a eu des gens pointus, quoi. Enfin, donc le fait que le monde de la recherche prenne au sérieux la tronche en biais, qu'à voir, et qu'ils viennent quand même, et qu'on fasse des choses, et que ça se construit petit à petit au fil des ans, ça n'avait rien d'un projet, en fait. Ça s'est fait comme ça. Donc il n'y a pas eu de réflexion puisque je suis docteur en ceci, je vais parler de ça. Non, c'est exploratoire. Combien de temps ça a pris avant qu'on te tende un micro, que tu publies un livre ou qu'on t'invite en convention? Je sais pas, 3 ans, 4 ans. C'est là parce qu'il y a des gens qui d'emblée... En gros, dès 2016, quand on a fait la recherche mentale, il y a une doctorante qui nous a contactés et qui nous a aidés à trouver les gens qu'on a interrogés dans le film. Parce que moi, je n'avais pas une connaissance de la scène, des experts du domaine, des sciences cognitives. Donc, c'est bien elle qui nous a contactés en disant est-ce que vous voulez de l'aide pour cela, et ça n'a pas arrêté. J'ai constamment des gens qui me disent un coup de main pour ceci, pour cela. Comme maintenant on a un carnet d'adresse assez important et que la plupart des gens qui interviennent, en fait on nous connaît déjà un petit peu. Et attends, on est dans une sorte de réseau. Donc et de temps en temps il y a un événement qui pop, intéressant, on en parle et puis on invite, et puis du coup il te répond aussi. Et je peux pas te donner une date de cet événement, c'est vraiment, ça a émergé un peu tout seul, quoi. À partir du moment où je me suis dit tiens j'ai envie aussi de contribuer un petit peu, j'ai commencé à parler un petit peu sur Twitter. Au début, il n'y avait pas beaucoup de réactions en face, hein, un petit peu, parce que je connaissais 2-3 personnes par-ci par-là. Mais en fait, il y a un moment où moi j'ai contacté des gens en fait en disant je pense que ça serait bien que dans l'esprit critique on aborde un petit peu justement les domaines un petit peu genre la métascience, etc. Qu'on parle un petit peu de ça. Et en fait, je m'attendais potentiellement à plus de réactants parce qu'on m'avait dit avant, on m'avait dit oh tu vas voir si tu commences à parler de ça, les gens ils vont pas être contents. Et en fait, au contraire, j'ai eu une réaction vachement positive. Les gens ont dit c'est vrai que ça manque, viens parler. En gros, c'est dès que je me suis manifesté, genre volontairement, tu vois, disant j'aimerais bien discuter, on m'a dit bah oui, très bien, si t'as des choses intéressantes à dire, viens les dire. On regarde, je dirais d'abord on a regardé un petit peu la production écrite, si je disais pas trop de conneries, je pense. Et puis ensuite on a dit bah ouais, viens parler, c'est cool. Et ça s'est enchaîné assez vite en fait, parce que les gens ont dit bah il a des trucs un peu intéressants à dire. J'espère qu'ils ont raison. J'espère que j'ai des trucs intéressants. Ah bah c'est sûr. Le contact Tronchambier, ça doit être 2015. Ma première planche, ça doit être 2017. Alors que j'étais déjà dans des groupes et tout ça. C'était à l'époque où Facebook fonctionnait encore bien. On avait de la visibilité. Enfin, on avait une relative visibilité. Maintenant, c'est fini. Twitter, c'est compliqué aussi. Je me souviens, mes premières planches images, je faisais 500 likes. Ça, c'était super. Bon, maintenant, je publie sur Facebook, j'en ai 8. Mais, cependant, beaucoup de gens connaissent quand même mon travail. Donc, voilà, ça doit se passer un peu en dehors des radars. Les choses se sont passées progressivement. Il y a eu des petits coups de pouce de gens de la communauté qui m'ont visibilisé, et puis mon travail a été apprécié. Je me suis mis aussi à faire des choses pour les enfants en cours de route, 2019, je pense. Je saurais pas dire à quel moment. Il y a eu une forme de continuité, il y a eu des petits coups d'accélération. Le REC m'a donné un peu de visibilité aussi, mais il y en avait déjà quand même avant. T'as transformé ça en activité complète, temps plein. Ça n'a pas été un saut dans le vide, ça a été progressif. Ah, si. Bah, enfin, financièrement, si. Ta façon d'aborder cette activité a-t-elle changé? Et est-ce que ça a été dur? Ça n'a pas été un saut dans le vide, ça a été progressif. Ah, si. Bah, enfin, financièrement, si. Ah oui. Si, ça c'est. Avec une prise de risque. Bah, c'est plus qu'une prise de risque, c'est que je suis en train d'essayer et d'espérer pouvoir louer mon expo et tirer un minimum de revenus, mais là, depuis un certain temps, bon, il y a la publication du livre, mais je sais pas si vous savez comment ça fonctionne un livre. Il y a des petits pourcentages pour les auteurs. Voilà, et c'est comptabilisé à l'année suivante. Voilà, donc on ne vit pas en écrivant des livres. La plupart des gens ont un métier à côté. Donc j'ai monté une structure pour pouvoir justement dans les clous légalement proposer mon expo, vendre les livres qui étaient auto-édités. Mais concrètement, ça rapporte juste de quoi maintenir la structure. J'ai jamais pris de salaire dessus. Je me suis jamais dit expert et je continue à pas me dire expert. Même de l'histoire critique. Les vrais experts, c'est ceux qui vont dans les symposiums de chercheurs, qui proposent des hypothèses et qui les testent et qui sont dans la recherche. Le mot expert, il est un peu machin. Il y a peut-être des gens qui se peuvent dire experts de la pensée critique sans faire de la recherche, comme on peut être expert en économie sans être chercheur. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je suis pas expert. Je vulgarise. Donc, cette attitude n'a pas changé. En revanche, j'ai écrit un bouquin pour les nuls, les critiques pour les nuls, parce qu'on l'a demandé.
je serais pas allé cogner à la porte. Bonjour, je viens vous faire ce livre sur ce sujet que je ne connaissais pas par cœur. Vous venez me chercher. Donc, et ça change malgré moi en fait. De toute évidence, on m'a identifié comme étant quelqu'un qui peut en parler. Et les retours critiques que j'ai, à part 2-3 personnes qui le font pour des raisons qui ne sont pas uniquement épistémiques, j'ai l'impression que le travail est fait correctement. Donc en fait, c'est toujours la même approche, le même esprit, mais l'environnement qui s'adapte à cette proposition qui vient. Et ce livre-là, dedans, il y a 10 ou 12 entretiens avec des vrais chercheurs, chercheuses, ou experts, enfin, de différents domaines. Parce que c'était pas possible que moi je vienne, en disant, voilà, Thomas Durand va vous expliquer ce que c'est l'esprit critique. Il fallait que je sois accompagné par des chercheurs. Et ça, sur la chaîne, la plupart des contenus où on creuse les choses, c'est avec les chercheurs. C'est relativement récent en fait que j'ai un micro. Évidemment, il y a des choses, voilà, des choses qui sont difficiles à estimer. Je pense quand on l'a pas encore fait, c'est que du coup, quand on parle en public, il y a vachement la peur de sortir une connerie. C'est bête, mais en plus, moi, j'aime bien quand des propos provoquent la réflexion. Même quand je me fais jamais complètement l'avocat du diable, parce que c'est pas mon truc. Mais même quand c'est un truc un petit peu, pas forcément super solide, un truc où, tiens, il y a une petite piste de réflexion, là, il y a un truc, il y a un machin un peu intéressant, je pense, à explorer. Et ça, j'aime bien, en fait, parler de ce genre de choses, parce que justement, en particulier, vu qu'on est dans l'esprit critique, je me dis, tiens, c'est peut-être susciter, peut-être produire de la réflexion, de la pensée chez les autres. Et du coup, hop, ça peut permettre d'approfondir un petit peu la réflexion sur certains sujets. Mais ça fait aussi que je m'aventure peut-être parfois sur des terrains qui sont, je le sens en fait le switch même quand j'en parle, hein, où je m'aventure sur un terrain où je sens là c'est un petit peu plus glissant, mais j'aime bien le faire quand même parce que c'est bien, parce que même moi aussi ça me provoque moi aussi de la réflexion, même a posteriori, peut-être un peu trop, mais j'ai pas l'impression de faire pour l'instant quelque chose d'extrêmement différent de juste discuter avec des gens et de faire, je sais pas moi, une conférence scientifique ou quelque chose comme ça. Mais cette composante, voilà, où des fois c'est le terrain un petit peu plus glissant, ça c'est difficile quand même. Parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et beaucoup trop pour mon propre bien assez souvent, même déjà en dehors des discours publics. Beaucoup tendance à dire ah non là ça c'est peut-être mal interprété, ça se trouve les gens ils vont mal comprendre ce que j'ai voulu dire. Ou alors ils vont bien comprendre, et c'est moi qui ai juste complètement dérapé, je m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est des réflexions que j'ai tout le temps. À partir du moment où je vais sur un terrain un peu plus miné, ça, je veux dire, là je sais que je vais repartir du rec. Pendant 3 semaines, je vais penser, à un moment j'ai dit un truc là, et en fait, c'était n'importe quoi. Et alors même que c'est peut-être une phrase dans une conférence d'1 heure, quoi. Ça me travaille. Est-ce que tu penses que tu changes la vie des gens ? Et est-ce que c'est le but ? Moi, je ne le pense pas, je ne le pensais pas. Alors, non, pas changer la vie des gens, pas utiliser les termes comme ça, mais que ça a un impact et que ça les aide. Ça fait plusieurs fois qu'on vient me dire tes contenus m'aident à discuter avec des gens autour. Alors, bon, situer un peu, ils me disent des gens qui sont vraiment dans des optiques très différentes. Bon, non, mais des gens qui peuvent se questionner un peu, qui sont... ça m'aide, je leur fais lire, j'offre tes bouquins ou je montre tes planches et voilà, ça vient faire un appui, c'est voilà, transformer la vie, non. Je sais pas si on appelle changer la vie des gens, quoi, mais... Ouais, c'est laisser libre à interprétation. Ouais. Changer la vie, je pense que ça serait surestimer mon importance, je pense. Je veux dire, je fais pas beaucoup de vues, je fais pas beaucoup de lectures, machin. Enfin, je sais qu'à travers la tronche Chambier, il y a eu quand même quelques dizaines de milliers de vues, donc c'est cool. Je pense que il y a un discours qui est pris, qui à mon avis est bon à prendre. Et qui j'espère est mesuré et nuancé correctement pour avoir une vision plus globale des choses. Je pense pas que ça va jusqu'à changer leur vie, mais j'espère en tout cas, et je pense, et c'est effectivement le but, d'amener un peu plus de réflexion, un peu plus d'esprit critique, tu vois, je veux dire, pour faire une formule un peu bateau du coup dans un événement comme ça, tu vois. Coupé, c'est la bonne, on la tient là. Je reçois des mails tous les 15 jours avec ma vie a changé. Je croise des gens très émus qui me disent merci beaucoup. Voilà. Donc oui, je le constate. J'espère que s'il y a des gens chez qui je crée des réactances et qui vont plus fort dans leur croyance, s'il y en a, ils sont moins nombreux, et que ça fait un bilan net, eux me kiffent pas. On va dire que c'est... Après, c'est compliqué d'identifier la cause de pourquoi on parle de tout cela. Donc voilà. Après, est-ce que c'est le but ? Les gens qui font des vidéos, qui consacrent du temps, dans l'espoir de ne rien changer, doivent pas être très nombreux. C'est pas le but, mais enfin, heureusement
que ça ne sert pas à rien. C'est tout un écosystème où tout joue. Parce que le conflit me dérange pas, j'aime bien, mais des gens qui me disent bravo, votre travail a changé ma vie, j'ai pu convaincre ma maman de te faire vacciner ou cela, peut-être du coup on a sauvé des vies. C'est fou de se dire ça, que peut-être. Autant un médecin, quand même on attend de lui qu'il sauve des vies, mais un mec qui fait des vidéos sur internet, qui peut-être a sauvé des vies, je sais pas comment je le fais, mais tu dis, ouais, quand même, du coup il faut le faire bien, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais voir de nouveau, ou en plus, dans le monde sceptique ? Alors c'est compliqué parce que justement moi ce qui a tendance à m'agacer un petit peu c'est de donner des leçons, c'est-à-dire de voir toujours ce qui ne va pas chez les autres sans parler de ce qui va, parce que quand on veut dénigrer un travail on trouve toujours, il n'y a pas grand monde qui est parfait et qui produit quelque chose de parfait. On peut dire que globalement personne ne réussit ça. Je vais prendre un exemple simple, c'est le doute. On est sceptique, on devrait douter, on doit douter. Bon, le doute, on est pleinement conscient de ses propres doutes, et le doute des autres, on le perçoit pas, ou très très peu. Il faut vraiment qu'il en soit fait état, et qu'il soit présenté, conceptualisé, ce qui est aussi un peu compliqué, de venir étaler ses doutes, enfin c'est une démarche difficile. Donc ça nous échappe, et on a l'impression je pense que tout le monde a l'impression de douter plus que les autres, et ne voit que les certitudes des autres, ou les erreurs qu'ils commettent, mais ils voient pas toutes les fois où ils se remettent en question. Donc on a vite l'impression que les gens, qu'on a éventuellement un peu dans le nez, ils savent pas se remettre en question, ils restent sur leur position, ils restent... Mais oui, mais ça c'est la partie qu'on voit, mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Donc il faudrait être un peu plus, la fatigue, charitable. Un peu plus charitable, en partant du principe que peut-être qu'on ne se rend pas compte des remises en question des autres, et qu'elles sont peut-être beaucoup plus importantes que ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, il y a peut-être des gens qui doutent très peu et qui sont trop sûrs d'eux. Mais gardez à l'esprit cette hypothèse que si ça se trouve, il y a toute une partie qu'on ne voit pas de remise en question de ces gens, et ça calmerait un peu, parce que les autres sont les autres nous, ils fonctionnent tous à peu près pareil. C'est une forme d'humilité. Voilà, essayez de voir un peu plus le positif chez les autres. C'est trop facile d'être exigeant avec les autres. Voilà, il faut qu'on commence chacun par soi-même et qu'on garde un peu de doute sur les autres en se disant ils font peut-être de leur mieux, et puis quand on peut les aider à revoir leur point de vue, très bien, mais il faut pas croire qu'on est le seul à douter. Voilà, je résume le message simplement, faut pas croire qu'on est le seul à douter. Plus de bienveillance, je pense. Ça serait bien que ce soit plus gentil. C'est assez difficile à naviguer le côté charitable et en même temps un désir de rigueur. Des fois, c'est pas simple parce que disons que si on est trop charitable, en fait, il n'y a jamais rien qui avance. En fait. Quelle que soit la discipline, pas que dans l'esprit critique, si on est sans arrêt, oui, mais bon, voilà. En fait, les choses n'avancent jamais. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen d'avoir de la rigueur en étant sympa. Le problème, c'est que il faut aussi qu'en face, ça soit réceptif. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on est gentil avec les gens et qu'on dit, je pense que ça, on devrait améliorer, etc. Les gens, ils ont des contraintes aussi. Ils ont des contraintes temporelles, ils ont des contraintes financières, etc. Ils n'ont pas forcément le temps de se former à des machins, etc., etc. Et c'est difficile d'estimer l'impact final d'un discours. Et des fois, il y a des discours simples, je pense, qui peuvent avoir, peut-être même contre toute attente, peuvent avoir des effets très bénéfiques, et peut-être des discours plus complexifiés qui peuvent avoir des effets négatifs, alors même qu'on est plus proche de la réalité. C'est une possibilité. Et comment naviguer ça correctement ? Je pense qu'il faut y aller, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut y aller en grande partie au feeling. La diversité, mais gratuite. Pas des femmes pour des femmes, pas des noirs pour des noirs, machin, mais de toute évidence, notre envie, c'est que ces notions-là pénètrent dans le grand public, et quand on regarde qui est là, on a échoué. Il faut que on ait des gens qui prennent la parole et qui ressemblent. On écoute ce qui nous ressemble. Donc moi, je suis tout le monde académique, j'ai un vocabulaire machin, donc les gens qui nous regardent, c'est 80% de mecs qui ont le bac. Où sont les autres ? Donc on aurait besoin que, et peut-être que on est intimidant comme communauté, peut-être que les gens n'osent pas venir, et ça c'est un problème qu'il faut qu'on regarde en face. On aurait besoin que des gens qui nous ressemblent moins soient plus visibles face cam sur leurs écrans, parce que les gens qui leur ressemblent à eux, les écouteront eux, pour plein de raisons qui sont logiques. Ça nous manque un peu. Et puis plus de discussions entre disciplines. J'adore quand on fait les tables rondes et qu'on a sciences dures, et puis des historiens, machin, ils en foutent davantage. Parce qu'en fait, c'est pas des sciences qui se contredisent. Parce que le monde c'est le même. Une continuité dans la discipline. Et puis il y a peut-être des questions
qui peuvent être prises sous un angle, et puis quand on a les deux angles, d'un seul coup, ah ouais, d'accord, en fait, on comprend mieux. Et ça, on le fait pas encore, j'essaie de le faire sur la chaîne, on fait pas encore assez. Ici, c'est le bon endroit pour le faire, et les tables rondes le font un peu, pas encore assez non plus. J'aimerais inviter des historiens des notions qu'on aborde. On a quasiment pas fait. J'adorerais faire une histoire de l'université. Une histoire c'est quoi comme concept de l'université, ça sort d'où? Ça démarre à Bologne, apparemment, voilà. Il y avait la théologie, maintenant il y en a quasiment plus. Comment ça a switché, et c'est quoi comme objet l'université? Pour qu'on comprenne qui est dedans. C'est un projet, hein, je parle pas de personne, mais voilà. Et des historiens de la pensée critique, bien sûr. Mais voilà, de tout ce qu'on fait, le côté historique, à chaque fois, je demande aux gens de faire l'historique de leur discipline. Un immunologiste qui vient me parler de sa discipline, il n'est pas historien de sa discipline, donc il peut en parler un peu, mais donc j'aimerais beaucoup que l'histoire des disciplines rentre davantage dans comment on en parle. Et pour finir, qu'ont-ils à dire sur les rencontres de l'esprit critique? Je trouve ça bien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Notamment, ce qui me plaît, du coup, c'est justement que malgré toutes les animosités en fait, qu'il peut y avoir, il y a de la place pour tous les discours. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que ça permet aussi justement de faire preuve d'esprit critique et de se faire un peu sa propre idée sur tous les discours. Ils ne sont pas tous mis sur un pied d'égalité, évidemment. Les gens les plus connus sont quand même ceux qui reçoivent plus d'attention, malgré tout, sur aussi aux rencontres de l'esprit critique. Mais la possibilité est là. Et il y a beaucoup de possibilités d'échanger. Et c'est bête, mais la parité n'est pas parfaite, la représentativité n'est pas parfaite non plus. Mais il y a un effort clair qui est fait dessus, qui m'a l'air constant, en tout cas de ce que j'en vois. Et je trouve ça vraiment très chouette en plus. Il y a vraiment beaucoup d'efforts en fait qui est mis dans l'organisation du REC. Il y a une diversité de contenu géniale. C'est bien quoi. Et je trouve que d'année en année, la complexité des contenus et la qualité des intervenants aussi, j'ai l'impression qu'elle est croissante. Et il y a de plus en plus de chercheurs, je crois, et des chercheurs qui font des trucs bien, qui sont là. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une conférence académique, hein, c'est un format grand public. Et pourtant, finalement, j'y trouve des caractéristiques académiques, en fait, finalement, qui sont, c'est pas les mêmes non plus, mais finalement, elles sont assez proches, finalement, du côté académique. L'une des interventions que j'ai eues était avec une chercheuse incroyable, avec un CV monstrueux, qui s'intéresse à l'éthique scientifique, etc. Sur l'intervention, était admirable, c'était incroyablement intéressant, très bien mesuré, optimiste en plus, etc. Super quoi, j'ai été super content d'avoir partagé cette intervention là, sur comment débattre constructivement en plus en sciences. C'était génial. Mais il y a 1000 choses. non, il n'y a qu'une chose à dire sur le REC, c'est remercier celui qui l'organise, Willy Lafranc, parce que le travail qu'il fait est exceptionnel. Enfin, moi je suis assez proche pour voir la difficulté de ce qu'il fait. Et ça relève du miracle de réussir à organiser quelque chose comme ça. C'est la 4e édition. Il a à cœur de corriger au fur et à mesure tout ce qui ne va pas, puisque donc rien n'est parfait. Le REC n'est pas parfait. Il s'est perfectionné petit à petit. Il y a aussi des nouveaux problèmes qui apparaissent certainement, parce que c'est une dynamique quand même très très compliquée. J'espère qu'il pourra avoir un soutien qui lui permettra d'être un peu moins seul. Comme on sait, là, il y a quand même des gens qui s'occupent de telle chose. Voilà, et que ça pourra faire des petits, et puis surtout que le REC va perdurer. Ça a l'air bien installé. Ça a l'air bien installé, mais bon, oui, la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. C'est bonjour Antonin. Voilà la seule chose que j'ai. Voilà la conclusion. En conclusion, bonjour Antonin. C'est un truc que je leur ai. On voulait le faire, nous, sur la Tranchambée, quand on a fait la mise zététique, on a fait que 2. On n'a pas les compétences, on n'a pas la SEC maintenant c'est étoffé, on pourrait faire, mais il faut une telle énergie et une telle capacité d'organisation qui est ma némésis personnelle, que quand Willy est arrivé, c'est le sauveur. Dès la première année, il a réussi un truc de malade à nous réunir, il arrive à financer ça, et il le fait avec une intelligence folle, il intègre tout le monde. Et c'est très intelligent, c'est pas parfait, mais c'est très intelligemment designé comment on intègre les gens et comment on les laisse construire leur table ronde, comment on crée de l'espace pour que les choses puissent se faire. Et après, il répercute sur YouTube. Et maintenant, il va le décliner peut-être avec des recs, des mini-recs qui vont être différentes en qualité, avec des règles dans le monde professionnel, chez les élus, gros angle mort, les élus qui ont besoin de voilà. Et si jamais tout ça se fait, Willy, qui n'a pas produit un seul contenu personnel, aura eu un apport qui sera au moins équivalent, phénoménal, à ceux d'entre nous qui ont les plus gros égos. Ça ressemble à l'utopie sceptique d'apporter l'esprit critique partout. Ah ouais, partout, encore une fois. Quand on regarde qui vient, encore. C'est pour ça que du coup, il délocalise, que peut-être que ce soit moins intimidant, et que les gens viennent dans les écoles aussi. Et s'il y a des gens qui se disent
la zététique c'est pas pour moi. C'est comme ceux qui diraient la culture c'est pas parce que la zététique ça n'appartient à personne en fait. La culture est à tout le monde. Et Woody va sûrement jouer un rôle très important sur le fait qu'on va réussir à passer un relais à ouvrir des portes. Je publierai les interviews complètes à partir de la semaine prochaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je ne saurais décrire tout ce que cette excursion à Toulouse m'a apporté. C'est comme si je découvrais à la lumière l'univers sceptique dont je ne percevais que le son. Mon sentiment dominant est l'envie. Envie de recommencer. L'ambiance est extraordinaire. C'est un retour à la vie étudiante. Les discussions sont faciles, chaleureuses ou passionnées. C'est aussi un accès grand public au monde scientifique. Envie de voir ce que j'ai manqué. Tout a été filmé. Des dizaines de vidéos vont alimenter la chaîne officielle du REC. Envie de voir comment les interactions au cours de l'événement vont influencer les contenus des chaînes vidéo et des réseaux sociaux. Envie que chacun ait la chance d'y participer un jour. Enthousiaste et réfractaire. Tout le monde peut y trouver son compte s'il est prêt à s'ouvrir et partager. Envie de voir comment cet événement épisodique va perdurer et peut-être engendrer de nouvelles façons d'exercer l'esprit critique avec de nouvelles personnes et dans des endroits encore inaccessibles. Dites en commentaire ce que vous avez aimé ou quelle image vous aviez du REC avant cette vidéo. Merci aux créateurs, à l'organisation et pour toutes ces rencontres. À bientôt mes petits loups. Notre traînée servira les gares de Valence TGV, Nîmes Centre, Montpellier Saint-Roch, Béziers, Narbonne, Carcassonne et Toulouse de Matavio. Notre terminus arrivée prévu à 14h24. Votre barista vous accueillera au bar en voiture 14. Nous vous rappelons que l'étiquetage des bagages est obligatoire avec votre nom ainsi que votre numéro de téléphone portable. Les plateformes vous permettent de passer vos appels en toute discrétion. Avec le portail Le Wi-Fi, vous pouvez accéder gratuitement à Internet. L'ensemble de l'équipage et moi-même restons disponibles pour toute information. N'hésitez pas à nous solliciter lors de nos différents passages. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï.